Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. Et voilà, on y est, dernier zap de la semaine. Allez, on passe direct au Fear and Greed Index qui est à 21 dans l'extrême peur. Et du côté des marchés US, un sentiment toujours positif vu qu'on se trouve toujours dans la zone de greed, ici à 66. N'oubliez pas qu'on se retrouve demain en live sur Twitch à 22h pour enfin terminer cette semaine infernale sur une petite note positive. Comme tous les dimanches, on tirera au sort tous les gagnants de la semaine et pour le coup, il y a vraiment des NFT pépites à remporter. Ma préférée, c'est celle-ci, avec Satoshi. Bon, certains l'ont confondu avec Lagarde. Bon, c'est vrai, les yeux plissés, peut-être qu'il y a un petit air de famille. Allez, je vous laisse à votre zap, installez-vous confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite un bon week-end malgré la conjoncture. Bonne vidéo, c'était Zap Crypto. Mais ok, on peut maintenant parler de toutes ces dernières nouvelles. J'en ai parlé sur Twitter, mais il semblerait que FTX ait bel et bien été piraté. La question est donc de savoir qui a fait ceci. On a beaucoup de questions auxquelles il va falloir répondre ici. Et ouais, en fait, on a commencé par voir des transactions super étranges ici. On a des centaines de millions de dollars qui viennent d'être retirés de FTX. Maintenant, on sait qu'ils ont ouvert les retraits pour les citoyens ou plutôt les résidents des Bahamas, ainsi que les personnes qui travaillent pour la plateforme. Mais c'est vraiment autre chose, car les montants sont bien trop énormes ici. Là, c'est l'un des principaux wallets détenant actuellement 361 millions de dollars de crypto qui viennent d'être piratés, parce que ce qu'ils ont fait également, c'est qu'ils ont swappé du USDT, parce que vous savez que le USDT peut être gelé, et ils ont obtenu du DAI, qui lui ne peut pas être gelé de la même manière par Tether. Alors ils ont commencé à dumper tout ceci, et ils ont également permuté du ST Ethereum pour de l'Ethereum, en engendrant un énorme slippage. C'est vraiment le point principal. Si c'était pas un hack, pourquoi est-ce qu'ils se débarrasseraient de tout ceci aussi vite, sans se préoccuper des frais encourus? Surtout qu'avec autant de slippage, vous perdez presque de l'argent en vendant. C'est super bizarre. Aucun liquidateur ne prendrait des mesures comme celle-ci. Maintenant, le liquidateur auquel il fait référence, c'est avec toute cette histoire de Sam Bankman-Fried qui a déclaré faillite hier. Ils sont donc officiellement en faillite en ce moment même. Aussi, SBF a démissionné de son poste de PDG et un liquidateur a pris la place de diriger l'entreprise pendant cette période de faillite, et ce liquidateur ne se débarrasserait simplement, probablement pas en tout cas, de tous ses jetons de cette manière. Quelqu'un a également envoyé un message super étrange ici en disant Rug Pull All. Alors, qu'a déclaré le véritable liquidateur? Eh bien, il dit qu'il ne reconnaît pas ces transactions et il est en train d'étudier pourquoi on est en train de voir toutes ces transactions qui se produisent à partir de FTX, en sortie de FTX. Et c'est pas tout. Non seulement ils ont piraté les portefeuilles de FTX, mais ils ont également piraté l'application ainsi que leur site internet. Alors, si vous êtes un utilisateur de FTX, je suppose que vous le savez déjà, mais je vous le rappelle, n'utilisez pas leur wallet, n'utilisez pas l'application, n'utilisez pas le site web, ils sont tous compromis, supprimez-les le plus vite possible. Et est-ce qu'on a une communication officielle de la part des ressources de FTX? Eh bien, sur le chat Telegram, le salon officiel de FTX, ils ont confirmé que la plateforme avait été piratée. Tous les fonds semblent avoir disparu et les applications présentent des logiciels malveillants. Alors supprimez-les, le chat reste cependant ouvert. N'allez pas sur le site web FTX car il pourrait également télécharger des virus. Alors qui a drainé tous ces fonds? Qu'est-ce que Sam Bankman-Fried a à dire à ce sujet? Eh bien, lorsqu'il a été interrogé, il a simplement répondu avec 3 points d'interrogation. Vraiment pas très rassurant. Ça soulève donc la question, était-ce peut-être Sam lui-même qui a vidé les comptes pour essayer de s'en sortir? À ce point, on doit simplement supposer qu'il s'agit du travail de quelqu'un qui avait déjà accès à davantage de choses, comme un accès à la racine du site internet et la clé d'accès de publicateur pour l'application. C'est presque impossible que tout ceci ait été stocké en ligne sur un système connecté. Il doit donc y avoir quelqu'un à l'intérieur du système qui peut pirater les fonds pour essayer de les redistribuer aux gens, ou peut-être simplement pour les garder pour lui-même, on n'en sait rien. Peut-être que c'est Sam lui-même, on ne sait pas à ce stade. Ce qui est complètement fou, c'est qu'il y a encore 3 jours, il disait que les fonds des utilisateurs, je comprends maintenant pourquoi les utilisateurs ne peuvent pas retirer leurs fonds, c'est que tout simplement, Sam Bankman est à la tête de 2 sociétés, de FTX d'un côté et de Alameda Research de l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent des utilisateurs, il a pris 10 milliards de FTX, et il les a prêtés à son autre société, qui les a perdus. C'est-à-dire qu'ils ont fait des placements, et vous allez voir de quelle manière ils faisaient leurs placements, ces espèces de guignols. Et grosso modo, il leur a prêté l'argent, et c'est vraiment incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'il a pris l'argent d'FTX, il les a mis dans Alameda, 10 milliards. Eux, ils ont fait mumuse avec les 10 milliards, et vous allez voir comment ils ont fait mumuse. C'est hallucinant, hallucinant. Honnêtement, c'est impossible d'imaginer ce qu'ils ont fait. L'idée, c'est quoi? Donc, les révélations s'enchaînent. L'idée, c'est que la société aurait dû... En fait, à un moment donné, il a joué le sauveur pour sauver Voyageur Digital. Voyageur Digital, c'est une plateforme de prêt
qui a été en défaut de paiement parce que Three Arrows Capital a déposé le bilan, tout simplement, c'était un gros fonds. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il a joué le mec classe à les sauver, non pas pour les sauver, c'est parce que Voyageur Digital, si vraiment il déposait le bilan, il avait 500 millions de pertes dans Voyageur Digital. Donc pour éviter d'avoir ce trou, il aurait dû laisser mourir Voyageur Digital, annoncer 500 millions de pertes, et ça aurait fait mal au niveau d'FTX, mais ça serait passé en fait, il n'y aurait eu aucun souci. Mais c'est tellement un guignol qu'en fait il s'est dit, je vais les racheter pour 1,4 milliard, et en les rachetant, j'aurais pas annoncé cette perte de 500 millions. Et ça, bien évidemment, il l'a annoncé à personne. Le pire, c'est que j'ai lu des articles du mois d'août où CZ de Binance avait remarqué qu'il y avait un loup. Ça veut dire qu'il dit, ouais, je comprends pas trop pourquoi il rachète Voyageur Digital, c'est un peu bizarre. Et donc, on apprend aujourd'hui que c'est lié à ça, en fait. Mais c'est vraiment une mascarade. Ça veut dire qu'à l'époque, Voyageur Digital aurait dû déposer le bilan, il aurait annoncé 500 millions de pertes. Honnêtement, il n'aurait pas eu mort d'homme, parce que sa société, elle était quand même solide. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Effet boule de neige, il a racheté Voyageur Digital, 1,4 milliard, mais il les a pas achetés avec de l'argent qu'il a sorti, avec votre argent si vous étiez sur FTX. Et donc c'est assez fou, quoi. Et il a fait ça, et en plus, à un moment donné, il s'est dit, bon, ça marche super bien cette esbrouffe là, je prends l'argent des utilisateurs sur FTX, je le mets dans la maille des recherches, et il a continué à le faire, jusqu'à emprunter à un moment donné, voler 10 milliards à ses utilisateurs de FTX, et les mettre sur Alameda Research. C'est complètement fou. Oui, je pourrais tout à fait y arriver sans mon diplôme en mathématiques. On utilise en fait très peu de calcul à proprement dit, c'est plutôt qu'on utilise beaucoup de maths de niveau primaire, mais c'est surtout le fait d'être à l'aise avec le risque qui est très important. Par exemple, on a tendance à ne pas utiliser des choses telles que les stop-loss, je pense que ce ne sont pas nécessairement d'excellents outils de gestion des risques. Ok, la personne que vous venez d'entendre parler, c'est la PDG d'Alameda Research, la même entreprise qui vient de faire s'évaporer 10 milliards de dollars des fonds de leurs utilisateurs, des clients qui utilisaient la plateforme FTX. Les gars, aujourd'hui, j'ai énormément de choses à vous dire. Dans cette vidéo, je vais passer par des choses absolument dégoûtantes, vous allez voir, parce que certains insiders, des gens riches, des personnes qui ont des relations importantes, ils retirent en ce moment des millions de dollars de FTX alors que les retraits ne sont pas supposés être traités. Les retraits sont censés être interrompus, mais pas pour eux visiblement. Les gars, je vais vous expliquer tout ce manège, ce qui se passe dans les coulisses, je vais vous partager tout ce qui se passe en ce moment en termes de marché, en termes de FTX. Et là, il y a une nouvelle, donc grosse actualité qui vient de sortir, c'est tout simplement que FTX vient d'annoncer donc sa faillite. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va décrypter ensemble ce communiqué donc réalisé par la plateforme elle-même, FTX, à 3h15 aujourd'hui. Je préviens juste avant, je ne suis pas spécialiste en droit, donc voilà, peut-être qu'il y aura des imprécisions qui vont être faites, peut-être que je ne vais pas aller jusqu'au bout des choses, donc si jamais il y a des personnes mieux calées que moi en droit, n'hésitez pas à donner des précisions en commentaire pour aider toute la communauté. Donc on commence avec le premier paragraphe ici en gras qui va nous donner une première information importante, donc le FTX Group, parce qu'il va y avoir plusieurs compagnies, plusieurs filiales du groupe donc FTX qui vont être concernées par cette faillite. Donc là le mot voluntary, je pense que c'est la première chose importante, donc en gros c'est le groupe FTX qui a choisi de se mettre volontairement en faillite sous donc la loi du chapitre 11 aux États-Unis, donc c'est un système de faillite. Je suis allé faire mes petites recherches parce que je ne suis pas expert en droit comme je vous ai dit. Donc pour résumer rapidement ce chapitre 11, en fait donc la société va pouvoir continuer d'exercer ses activités, mais en fait va être concrètement dirigée, avoir un mandataire au-dessus, donc le tribunal américain. C'est ce qui a marqué ici. Donc le chapitre 11 prévoit une procédure de réorganisation au profit du débiteur en difficulté et concrètement ça va permettre des actions de restructuration selon un plan défini en accord avec ceux-ci et validé par un tribunal. Donc en fait vraiment là il va avoir la justice en fait américaine qui va surveiller beaucoup plus FTX. Et je dis surveiller, mais c'est même plus que ça, c'est proposer des plans, imposer des plans pour aider en fait l'entreprise à sortir au mieux de cette situation délicate. On re-switch sur le document, prochain paragraphe. Donc dans celui-ci, on apprend que c'est vraiment un groupe et beaucoup donc des filiales de FTX qui vont être mis en faillite sous ce régime donc du chapitre 11. On a notamment Alameda Research, donc le fameux fonds d'investissement de SBF pardon. Donc ça correspond à peu près 130 compagnies affiliées donc au FTX Group qui vont donc rejoindre ce régime.
Pour la plus grosse rumeur, elle concerne CZ, donc le CEO de Binance. Donc selon certains, ils auraient publié sciemment le tweet de revendre des FTT pour pilonner leurs concurrents, qui, je le rappelle, fricotaient en fait avec les régulateurs US et allaient même potentiellement dépasser Binance. Donc à l'heure actuelle, c'est difficile de justifier pourquoi CZ a publié ce tweet alors qu'il savait très bien que ça allait entraîner une chute. Et on comprend pas non plus pourquoi Binance ont transféré 500 millions d'FTT et qu'ils n'ont pas commencé à vendre tout doucement sans transférer un montant aussi important d'un coup. On peut quand même penser que même un montant plus petit aurait effrayé le marché et que sans déclaration, Binance aurait été accusé encore plus. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment d'informations sur le sujet, mais une chose est sûre, c'est que le crash, il a fait du mal à tout le marché, Binance y compris. Concrètement, le cours de la crypto, il pourrait baisser encore fortement et causer des faillites en cascade. Également, un autre fait important à rappeler, c'est que peu de personnes pensaient qu'on pourrait passer sous la TH de 2017, et on peut imaginer que se basant sur cette prévision-là, certaines entreprises ont été surexposées. On peut par exemple parler de MicroStrategy qui a perdu plus de 20% en bourse après l'annonce de la faillite de FTX. Et je rappelle qu'il possède donc à l'heure actuelle plus de 130 000 bitcoins. La société, elle a même utilisé du bitcoin en collatéral pour un prêt qui leur a permis lui-même d'acheter encore plus de bitcoin. Donc si jamais on avait un micro-crash, ça pourrait entraîner des faillites en cascade, ça pourrait liquider leur position qui elle-même potentiellement mènerait à la faillite d'autres sociétés. Ça clairement c'est pour le scénario catastrophe, mais dans tous les cas, j'invite tous ceux qui regardent cette vidéo à pas laisser leurs fonds sur les plateformes. Je le répète souvent, mais je suis aussi conscient que par fainéantise, il y a beaucoup de personnes qui prennent pas la peine de stocker eux-mêmes leurs cryptos. Sauf que dans la situation dans laquelle on est actuellement, c'est encore plus important que jamais. Autre histoire de fou aussi, on a un tweetos anglais, américain, qui nous a fait un tweet là, ouais, plus de 4000 likes. Il avait déjà mis un tweet hier que j'avais RT, mais après il l'a supprimé parce qu'il y avait eu quelques problèmes. Finalement, il a pu refaire un loose thread où il explique tout ça. En gros, je vous résume l'histoire, vous pouvez aller le voir directement sur mon fil, mais il explique que CZ était déjà au courant de la faillite de FTX. En gros, CZ, depuis le début, depuis quasi un an, CZ était au courant que FTX faisait tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire ils utilisaient le fonds de ses utilisateurs pour faire d'autres choses, ils utilisaient en effet de levier, etc. Et là, on va se dire, bah CZ, voilà, c'est pas cool de sa part de pas leur dire, etc. Mais je trouve que CZ, il a plutôt bien réagi. Pourquoi ? Parce que il a pas directement dit en public, parce que ça aurait créé un drama comme c'est actuellement. Et pendant un an, en fait, CZ, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a allé voir SBF plusieurs fois pour lui dire: mec, ce que tu fais sur la plateforme, ça va pas du tout, fais gaffe, ça a trop tombé dessus. Et il a prévenu SBF plusieurs fois. SBF ne l'a jamais écouté et il a toujours dit à CZ: occupe-toi de tes affaires, je fais ce que je veux. Et du coup, jusqu'au moment où là, CZ, il y a une semaine, il y a quelques jours, il a dit: bah là, c'est trop, vas-y, je l'annonce publiquement sur Twitter. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé, que CZ a dit: voilà, je vais vendre mes FTT parce que pour moi, FTX, ça va pas et ils sont pas irréprochables au niveau de la transparence qu'ils ont au niveau de leur fonds sur la plateforme. Donc, je trouve que CZ a plutôt bien réagi parce qu'elle n'a pas voulu directement mettre FTX dans la sauce parce qu'il savait que ça allait impacter fortement le marché. Après, c'est très compliqué, savoir comment c'est passé derrière dans les coulisses parce qu'on en prend tous les jours. Et en plus de ça, il y a plein de choses qui sont passées qu'on ne saura jamais, qui sortira jamais. Est-ce que CZ a fait ça, etc. pour du coup manger le deuxième plus gros échange et prendre beaucoup de volume sur sa plateforme, prendre plus d'utilisateurs. Il y a plein de choses possibles en fait. C'est compliqué. C'est compliqué à sortir le vrai du faux de toute cette histoire. Mais voilà, tout ce qu'il faut en sortir par rapport à ce tweet, c'est qu'il y a eu pas mal de choses en backstage qui sont passées où on n'est pas forcément au courant et peut-être faudrait mieux ne jamais être au courant. Je mitigerai un peu ce que disait tout à l'heure Owen, qui disait que bon, SBF forcément est un personnage de l'écosystème et tout ça. La plupart de ce qu'on a pu observer, et bon, je ne parle que de ce qu'on a pu observer factuellement, notamment dans la finance décentralisée, quand il y a eu les pools d'incentives pour permettre aux gens de découvrir et d'intéresser les gens à la finance décentralisée entre 2020 et 2021. T'avais Justin et SBF qui arrivaient avec leur portefeuille public Docs avec des 3, 4, 5 milliards et qui venaient défoncer littéralement la poule entre guillemets des petits gens. Donc au bout d'un moment, je veux bien qu'on essaie de se faire l'avocat du diable et tout ça, mais moi je ne lui trouve strictement aucune excuse. C'est quelqu'un qui est à la base, là aussi sous couvert que je raconte pas de bêtises, Julien, tu m'arrêteras si je raconte des bêtises, mais qui a fait sa pré-fortune avant les cryptos dans de l'arbitrage au niveau soit des stablecoins, soit des échangeurs sur Bitcoin entre l'Asie et les États-Unis, je crois, à cette période. Donc, il a commencé vraiment à stacker très, très fort. Et derrière, il en a ressorti ces 2 dernières années, FTX, Alameda et tout ce qui va bien. Le dernier point qui me dérange dans toute cette histoire, et j'espère qu'on en fera toute la lumière, c'est est-ce que sur les fonds qui ont été prêtés de FTX à Alameda, un peu pour, j'ai la sensation, leur sauver les miches,
vis-à-vis de ce qui s'était passé pour USTTera. Ils ont parié pendant ce laps de temps contre leurs clients, exactement un peu comme dans la finance traditionnelle, des Goldman Sachs l'ont fait à la fois contre les clients et à la fois contre des États. On l'a vu notamment à l'époque pour la Grèce. Donc voilà, c'est des réflexions qui sont, je dirais, assez dirigées négativement, certes, mais là, ce qu'ils viennent de faire, pour moi, c'est impardonnable. Et j'ai la sensation, en fait, qu'on a affaire à des gamins de 25, 28, 30 ans qui sont assis sur leur golden château de cartes avec 10, 20 milliards qui leur poussent entre les mains du jour au lendemain, comme ça, limite en claquant des doigts, et derrière, ils font n'importe quoi. Et j'ai vu quelques trades très bien mieux, on va dire, tournés que ce que je suis en train de vous raconter, puisque là, je parle aussi, comme je disais tout à l'heure, un peu sous le coup encore de cette émotion et de cette fatigue de 48-72 heures sans avoir quasiment dormi. Mais c'est vrai que on a un écosystème qui est magnifique, on a des cerveaux qui sont bien faits, on a des gens qui sont là à développer, la sueur, les développeurs, toutes les personnes qui y mettent leur corps et âme, et de temps en temps, t'as un mec comme ça, mégalo, égocentrique, qui Do Kwon, Alex Mashinsky, SBF, qui arrive et qui a décidé que 10-20 milliards en fortune personnelle, c'était peut-être pas suffisant et qu'il fallait du toujours plus, le grand n'importe quoi, la fuite en avant, d'un point de vue spéculatif. Et ça nous démontre aussi que on a besoin, si on veut faire en sorte que le marché crypto soit celui qu'on espère, c'est-à-dire qu'il se décorrèle quand même un minimum de la finance traditionnelle pour aller vers un nouveau monde, entre guillemets, ou un monde un peu meilleur, on a besoin que ces mauvaises pratiques ne soient pas, ou ne soient plus. Ouais, ou qu'elles soient condamnées si jamais. Forcément, qui dit grosse guéguerre d'exchange dit problème pour les utilisateurs, mais dit également opportuniste. Chez Chainlink, ils ne perdent pas le nord. En rappelant aux exchanges qu'ils ont leur propre solution intelligente de Proof of Reserve, qui peut s'appliquer à tous les exchanges et qui permet une transparence totale, car chaque utilisateur pourrait le consulter. Le Proof of Reserve, c'est quoi ? C'est plutôt un truc assez simple. Pour ce qui est du système de Chainlink, des nœuds du protocole sont connectés à l'API de l'exchange ainsi qu'à ses réserves. En gros, c'est hot wallet. Ils font ensuite la balance entre les actifs et les passifs, en direct. Le résultat de ce calcul interagit avec un contrat intelligent de preuve de réserve consultable par tous, permettant donc à n'importe quel client d'un exchange disposant de ce système de consulter en temps réel la santé financière de l'entreprise. Toutefois, le système proposé par Chainlink reste contesté par certains, car leur token, le Link, a été mis au centre de leur algorithme alors qu'il n'est apparemment pas nécessaire du tout. Cela n'enlève rien au principe de Proof of Reserve, qui semble être le top de la transparence, en partant du principe bien entendu que l'exchange ne puisse pas modifier artificiellement les valeurs de ses actifs et ses passifs. Parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, on peut clairement douter de tout. Du coup, voilà, mauvaise nouvelle, comme d'habitude, c'était sûr, on l'avait tous prévu. La Maison-Blanche déclare que les crypto-monnaies risquent de nuire aux Américains ordinaires et une réglementation prudente est nécessaire. Alors, je sais pas pourquoi Américains ordinaires, mais je pense que c'est une mauvaise traduction. Mais du coup, je pense que de toute façon, c'était prévu, ils en profitent, ils s'en frottent les mains. Voilà, on a attiré l'œil de tous les régulateurs, on a attiré l'œil de toutes les institutions, même si on avait déjà des red flags partout, on se fait passer pour des gros guignols, tous les gens qui n'aimaient pas les cryptos sont en train de se frotter les mains en disant que c'était un scam, c'était de la merde. Tous les gens qui étaient dans la finance traditionnelle, pareil, sont en train de se frotter les mains en disant que c'est de la merde. Du coup, les régulateurs vont arriver, vont mettre encore plus de régulation, ça va être encore plus chiant. Bon, de toute façon, dans tous les cas, c'était sûr que ça allait arriver niveau régulation. Mais bon, là, ils vont être peut-être encore un peu plus méchants. Bref. Entre le monde du 1er janvier 2022 et celui d'aujourd'hui, tellement de choses ont changé. L'équilibre des forces mondiales est en pleine bascule. La paix est menacée au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et jusqu'en Europe. La prudence guide les marchés, les économies reculent face à ces désordres et à ceux causés par une crise sanitaire mondiale sans précédent. Un sentiment de colère grossit à mesure que l'inflation et les inégalités progressent et qui s'exprime dans les manifestations et les affrontements de plus en plus nombreux et de plus en plus violents. Aucune issue ne se profile à l'horizon dans le conflit qui oppose la Russie à sa petite sœur l'Ukraine, un conflit qui coupe le monde en deux camps irréconciliables et qui ravive les tensions entre la Chine, moteur du monde, et l'Amérique, maîtresse du monde. Dans de tels moments, on donnerait tout pour savoir comment les choses vont évoluer, comment agir au mieux et comment préserver ses proches et son patrimoine.
Nous avons décidé de vous présenter une sorte de revue de marché en nous appuyant sur les analyses de ceux qui ont une parfaite connaissance de la situation, des vedettes de Wall Street, institutions internationales et autres génies de l'économie mondiale. L'inflation généralisée peut-elle encore être arrêtée et à quel prix ? L'hiver qui arrive va-t-il être aussi froid qu'on le prétend ? Et quelle pourrait être la situation économique au printemps prochain ? Les États-Unis vont-ils suivre l'Europe dans la récession ? Nous avons rassemblé les éléments de réponse et les voici maintenant. Au niveau des indices de volatilité, on est content. Le VIX et le MOVE, ils ont pété la trendline. Ah, ça fait plaisir. Donc, espérons que ça continue à descendre et ça sera du joli vert pour nous. On fait quand même attention. Avec l'SP500, pourquoi j'ai une petite ligne ici, je le dégage. L'SP500, s'il monte, il a la trendline ici et on fera attention. Espérons qu'il pète cette trendline vers le haut, ça nous fera très plaisir parce que si jamais il la pète vers le bas, il se fait rejeter, ça va pleurer. Au niveau des bitcoins, des splendides, on a rebondi sur cette trendline ici que tu vois en orange. Est-ce qu'on va retomber juste une dernière fois avant de repartir et faire un W pas très joli, pourquoi pas? On aimerait bien, ça nous fait plaisir. Et ce qui nous fait très plaisir surtout, c'est le dollar qui s'est pris une grosse tarte. Ah, ça fait du bien. Et oui, les taux de rendement sur le marché obligataire américain, bim, ils font la gueule. Donc les gens, ils partent de ça. Il y a moins de rendement, ça les intéresse moins. Et puis ils rachètent des actions en bourse. Donc le dollar à 106, on aimerait voir le dollar qui descend jusqu'à cette trendline ici au 100, 101. Et on verra bien au 100, 101, deux solutions où il continue, bam, et là c'est finito pour le dollar, on sera très content. Ou alors il rebondit pour essayer de repartir et là on sera moins content. Voilà. Si tout le monde a déjà vendu ici, que le train est déchargé, que les gens sont en short, l'argent il se trouve au nord tout simplement. Ou alors, deuxième scénario, simple pullback, on confirme bien la cassure ici du support, on reteste en tant que résistance, on accepte, continuation baissière, tout simplement. Donc voici, schéma numéro 1, schéma numéro 2, avec du coup retest du support et continuation haussière. Tant qu'il n'y a pas de structure ici, il n'y a pas de signe de réintégration. Après on peut très bien réintégrer, on pousse encore, on teste en support et là on confirme. Et là du coup début d'un swing haussier qui reviendrait peut-être chercher les stops ici, on reviendrait dans le haut du range, voire peut-être chercher carrément les stops au-dessus du range, au-dessus des 25 000. Mais avant de faire ça, il y a plein d'étapes. Donc là c'est pilule bleue, enfin pilule rouge ou pilule verte, j'ai envie de dire, soit le pullback continuation baissière, soit le range ici est soutenu, les prix sont soutenus, on forme un double bottom ici, ou une sorte de bottom, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une épaule, tête épaule inversée, enfin bref, et réintégrer. Et à ce moment-là, on poursuit. Quand on regarde ici, le vrai niveau à surveiller pour moi, c'est pas forcément juste parfaitement le bas du range, c'est dans ce range où est-ce qu'on a eu le plus de volume exécuté. Et dans ce range, on a eu le plus de volume exécuté avant la cassure baissière, je vais venir ici, c'est là. Donc c'est-à-dire que le vrai test en réalité, c'est plutôt une confirmation au-dessus du point de contrôle ici au sein du range, qui serait une bonne confirmation. Donc réintégrer au-dessus de ça. Au niveau de l'activité sur la chaîne de Bitcoin, nous pouvons clairement observer une reprise de l'activité on-chain des entités depuis à peu près un mois. Je vais zoomer pour vous avoir un signal un peu plus intéressant. Donc voilà. Au fur et à mesure du marché baissier, nous avons eu des pics d'activité lors de moments notamment de baisse comme en mai et en juin, avec une tendance globale à la baisse qui nous indiquait bien que les entités n'avaient que très peu d'engagement et très peu de désir en fait de faire du règlement transactionnel sur Bitcoin au fil du marché baissier, ce qui est bien compréhensible car la plupart des spéculateurs étaient déjà à ce moment-là éjectés du marché. Il ne restait plus que les hodlers, quelques traders fondamentaux et quelques autres convaincus qui continuaient à faire des transactions sur la chaîne, mais le gros des participants de la hype avait déjà disparu, ce qui montrait bien qu'il y avait une activité qui était en berne. Sauf que, depuis septembre environ, octobre, nous avons une recrudescence de l'activité on-chain, vue par cet indicateur, avec quasiment aujourd'hui plus de 20 000 entités actives qui sont réapparues au cours du dernier mois. Cette reprise de l'activité on-chain, elle fait d'abord suite à la reprise du prix du Bitcoin, suite à la période de faible volatilité au niveau des 19 000 qui nous a amené vers les 20 000, qui a attiré probablement plusieurs entités sur le réseau, mais aussi nous pouvons voir actuellement que grâce, ou plutôt à cause de la récente chute du prix due à tout ce qui se passe en termes de l'écosystème FTX, FTT et Binance autour de ça, il y a aussi une très forte hausse d'activité on-chain, donc qui est concomitante à cet événement, et qui n'est pas sans rappeler justement les événements de juin et mai 2022. Donc structurellement, ce qui se passe, c'est que ça fait quelques mois maintenant, ou plutôt un mois maintenant, que l'activité des entités sur la chaîne est en hausse, donc qu'il y a un désir, un intérêt d'engagement
pour faire des transactions sur l'as de Bitcoin. Et il y a eu un catalyseur actuel, une forte baisse et un événement d'actualité important qui vient même d'augmenter l'ampleur de ce mouvement. C'est aussi palpable au niveau du nombre de transactions issues sur la chaîne qui, depuis environ octobre 2021, n'avait pas dépassé le stade des 230 000 transactions par jour. Donc on était autour de ce plafond qu'on n'avait pas franchi, bien que le nombre de transactions par jour continuait à croître en dessous de cette borne au fur et à mesure du temps, ce qui nous montrait qu'il y avait un joli niveau de rétablissement. Et actuellement, nous venons à peu près d'arriver à ce niveau, au niveau des 231 000 transactions par jour, ce qui montre bien qu'il y a d'abord une hausse sensible en fait de l'activité on-chain suivant le prix avec la légère hausse jusqu'aux 20 000, et que grâce, ou encore une fois à cause de l'événement FTX, FTT et de ce qui s'est passé avec Binance, nous avons eu un catalyseur. La licorne française Sorare nous propose un nouveau tournoi, un nouveau mode de jeu un petit peu. Donc du coup c'est en l'honneur forcément de la Coupe du Monde. Et ce qui est cool c'est que c'est gratuit, donc n'importe qui peut le faire. Du coup vous irez ici, je vous mettrai le lien en description. Vous faites votre équipe et du coup vous pouvez gagner pas mal de lots en fait. Notamment des lots aussi en ETH, en cartes. Donc vraiment Sorare, ils font un travail vraiment exceptionnel. La quatrième idée de business NFT à lancer, on n'en a pas parlé pourtant c'est évident, ça va être de lancer sa propre collection. Quand on lance sa propre collection, il y a différentes choses qui sont possibles. La première chose, ça va être, si on le fait en tant qu'indépendant, on va lancer sa collection comme un artiste, donc on va pouvoir par exemple mettre directement ses NFT sur OpenSea, etc. et attendre que ça vende, et ça prend quelques minutes. Il y a un autre pendant qui est de lancer une vraie entreprise ou d'utiliser son entreprise ou sa marque existante. Par exemple, si vous avez déjà un business, vous avez déjà une entreprise ou une marque, vous pouvez lancer des NFT pour créer une nouvelle expérience, créer un nouveau concept, ajouter des utilités pour vos clients ou vous étendre tout simplement et créer une nouvelle source de revenus. Par contre, si vous voulez débuter une marque from scratch, de zéro, donc on peut le voir par exemple avec Azuki, qui est une marque purement native Web3, c'est une marque qui est que dans le Web3 et qui a démarré dans le Web3, donc c'est possible aussi. Là par contre c'est plus compliqué, il faut vraiment créer une équipe, il faut avoir des gens dans la tech, dans le marketing, il faut avoir un founder, il faut avoir un artiste, il faut avoir tout un concept, tout un univers, donc c'est plus compliqué, mais c'est possible. Vous pouvez utiliser ce modèle là aussi, mais qui prendra nécessairement plus de temps. Il est aussi important de retenir, lorsqu'on lance des NFT, c'est pas pour prendre l'argent et partir avec, d'accord? C'est important de comprendre. Sauf si vous êtes un artiste, vous vendez votre art, etc. Évidemment, vous le vendez. Par contre, lorsque vous lancez des NFT pour créer une marque ou pour créer l'utilité, etc., votre but, c'est pas de partir avec l'argent. Votre but, c'est d'utiliser cet argent comme de l'argent levé pour ensuite aller créer un beau projet, d'accord? Et malheureusement, il y a trop peu de projets qui l'ont compris et il y a trop de projets qui sont partis avec l'argent. Nous c'est ça, on essaie vraiment que ce soit accessible à tous. Bon, déjà on passe dans la rue, on peut voir physiquement l'œuvre à la place de son écran en petit. C'est vrai que là on le voit dans des cadres, vraiment des toiles qui les mettent en valeur dédiées à cet effet. En fait c'est des toiles numériques, elles sont connectées en Wi-Fi, il y a un wallet à l'intérieur. D'accord. Donc le wallet il est intégré. Les écrans sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Ouais, ça rend très bien. Ouais. C'est du mat en fait. Hein. Et c'est ça qui est très beau, ouais, je trouve aussi. Et du coup on peut les filmer par exemple. Et on voit en fait. Oui. Ça aussi c'est quand même important parce qu'il y a beaucoup d'écrans. Après on a des œuvres aussi animées. Ah, comment vous avez fait ça? En fait c'est d'un mouvement de la main pour tous, hein, vous pouvez les... Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.